Donc j'ai baigné dans une vie d'enfance très militante, très engagée à gauche. Et donc j'ai toujours eu un tropisme politique très marqué, avec voilà, un accès à de la littérature politique, avec beaucoup de livres chez moi, des discussions du dimanche midi, comme on Très dit, animé. très autour de la politique, de la cité, etc. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que tu es candidat dans le 12e arrondissement. Et comme maire du 12e arrondissement, et comme je te connais un petit peu, on m'a confié la lourde mission de te poser quelques questions pour essayer de peut-être mieux te connaître encore, ou en tout cas de comprendre ce qui fait que tu es là aujourd'hui devant cette belle aventure d'être candidat dans le 12e arrondissement. Donc tu es aujourd'hui premier adjoint d'Anne Hidalgo en charge des finances. Et tu es donc très pris, mais tu trouves quand même du temps pour être dans le 12e beaucoup. Je t'y croise beaucoup ces derniers jours. Donc, comment ça va? Comment tu te sens? Bah, très bien, parce que voilà, la campagne se passe bien. C'est très motivant de passer du temps dans le 12e. Tu m'as beaucoup accompagné dans cette démarche. Et puis, après avoir eu des fonctions très prestigieuses auprès de Anne Hidalgo, j'ai envie de regoûter à un mandat plus de proximité et pas de plus beau mandat que celui de maire, et en l'occurrence maire d'arrondissement, parce qu'on touche à la vie des gens et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, tu es pas parisien, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de Parisiens. Tu es né ailleurs, mais tu es arrivé à Paris il y a combien de temps? J'ai emménagé à Paris en 2000, après une aventure entrepreneuriale. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai un peu navigué au gré de la vie compliquée de mes parents, en vivant chez l'un et chez l'autre successivement. Et puis, comme pour beaucoup d'entre nous, parmi ces 70% de Parisiens qui ne sont pas nés à Paris, je suis venu pour le travail. Et alors, j'ai atterri un peu par hasard dans le 12e, puisque c'est les amis d'amis d'amis, comme d'habitude, qui avaient entendu qu'un appartement se libérait. Et donc, en l'occurrence pour moi, dans une magnifique petite rue dans laquelle j'ai passé mes premières années dans le 12e, rue Pleyel. Et donc, je suis venu poser mes bagages dans le 12e. J'ai déménagé 2 fois, mais à 100 mètres à chaque fois. C'est un de nos points communs. On a tous les deux habité dans la rue Pleyel, tu sais. Ah oui, c'est vrai, exact. Voilà, on a plein d'autres points communs, mais celui-là en étant. Et comme Tout moi, part, tout part de la rue Pleyel. c'est ça, comme moi, tu as fait tes études en dehors de Paris. Tu as fait quoi comme études, Emmanuel? Alors moi, j'ai fait de la science politique et de la philosophie. J'ai fait Ah, Sciences je savais Po pas que tu avais fait de la philo. à Mm. Bordeaux parce qu'en fait, j'étais lycéen en Charente-Maritime où j'ai habité. J'ai eu une vie lycéenne et de collégien vraiment de rural, parce que j'habitais dans un tout petit village de 150 habitants. Et donc, je prenais mon car très tôt le matin pour aller à mon lycée qui était à 30 km de chez moi. Et donc, C'est de là que ça date de te lever tôt le matin. oui, c'est là que j'ai appris à très peu dormir sans doute. Mais c'est vraiment un mode de vie très particulier qui n'a rien à voir avec moi. Je vois mes enfants qui sont aujourd'hui, le plus grand est collégien et bientôt lycéen. C'est pas du tout le même univers de travail, de relations sociales. Lui, tous ses amis habitent à 200 mètres autour de chez nous. Moi, tous mes amis habitaient à 60 km autour de chez moi. Puis ensuite, naturellement, je suis allé à Bordeaux faire mes études en classe préparatoire. Et puis, j'ai fait classe prépa et ensuite Sciences Po Bordeaux. Et c'est de là que date ton envie de t'engager en politique, peut-être, de Sciences Po? Alors, même d'avant, en réalité, parce que j'ai un cadre familial très militant. Mes parents étaient très engagés, mes grands-parents, plutôt un Engagé dans engagement. le secteur associatif Non, ou politique et politique? syndical, Mhm. au Parti communiste, parfois à la CGT, d'autres à la CFDT. Donc j'ai baigné dans une vie d'enfance très militante, très engagée à gauche. Je n'ai jamais été moi membre du Parti communiste, je n'en ai jamais eu l'envie, mais enfin j'ai vécu dans cet univers-là. Et donc j'ai toujours eu un tropisme politique très marqué, avec voilà, un accès à de la littérature politique, avec beaucoup de livres chez moi, des discussions du dimanche midi, comme on Très dit, animé. très autour de la politique, de la cité, etc. Moi, j'ai été plutôt critique des appareils politiques, mais enfin, j'ai un petit peu flirté avec le syndicalisme étudiant quand j'étais étudiant. Mais le déclic est venu un peu plus tard. Il est venu, quand je suis d'ailleurs venu m'installer à Paris, mon engagement politique est d'abord un engagement pour Lionel Jospin.
Et autour de cette valeur centrale qui est la probité en politique, j'attache beaucoup d'importance à cela. C'était le cas à l'époque, il y en avait besoin, et je crois que c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, même s'il faut prendre conscience des progrès qui ont été faits, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vraiment au cœur de mon engagement, et puis comme ça, Ça date de 2002 à peu près, en fin adhésion, 2001, oui. Fin 2001, en adhésion au Parti Socialiste dans le 12e. Fin 2001, je me suis dit, j'ai malheureusement pas participé à l'aventure municipale de 2001 parce que je voyageais beaucoup dans le monde et je n'étais pas du tout là. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aider Lionel Jospin et donc je suis venu toquer à la porte du Parti Socialiste dans le 12e. C'est un moment émouvant, tu as été accueilli par Monique Leblanc, comme beaucoup de socialistes dans le 12e arrondissement. Voilà, Monique Leblanc, tous ceux qui nous écoutent la connaissent peut-être pas, mais c'est une institution dans le 12e. Ça fait 25 ans qu'elle accueille les militants et elle incarne pour moi ce que j'aime chez les militants. Des gens qui sont pleins d'abnégation, pleins de dons de soi, qui sont gentils, qui sont bienveillants dans l'accueil. Pas parfaits, parce que nul d'entre nous ne l'est, mais voilà, qui sont capables d'inscrire leur engagement dans la durée, dans les bons et dans les moins bons moments que connaît toute vie tout court et la vie politique en particulier. Tu t'es défini récemment encore comme un militant, c'est-à-dire que tu restes convaincu que défendre les idées auxquelles on croit, ça peut changer la vie des gens du long quotidien, là, ça peut changer le visage d'une ville comme Paris. Oui, je crois beaucoup au pouvoir de la politique pour changer les choses. Alors, il faut être modeste quand on dit ça, c'est-à-dire que c'est du temps long, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais parfait, mais c'est quand même la seule solution pour changer les choses. Je vois parfois avec un petit peu d'inquiétude s'installer chez une partie de la jeunesse une forme de fatalisme. En même temps, voilà, c'est sans doute lié à l'époque qui est un peu plus noire peut-être que d'autres. Mais je reste fondamentalement un optimiste et je crois au pouvoir du collectif pour changer les choses. Et je crois fondamentalement à l'intérêt de l'humain de s'associer pour essayer de transformer positivement les choses. Donc ça se traduit pour certains par un engagement politique, c'est mon cas. Je pense qu'il y a tout autant d'honneur et de mérite à le faire dans des engagements associatifs, dans des engagements comme parents d'élèves. Voilà, il faut avoir beaucoup de modestie dans ces engagements pourvu qu'on le soit. C'est l'intérêt du collectif qui te fait être un supporter du PSG du quotidien. Ça, c'est mon culte de la gagne. Quand j'étais petit, je supportais Lens et Bordeaux pour des raisons de proximité. Je n'aimais pas trop le PSG, d'ailleurs, je suis obligé d'en convenir. À part les Parisiens, il y a assez peu de Français qui aiment le PSG ici. Oui, mais c'était autre chose. À l'époque, il y avait voilà, une dimension qui ne me plaisait pas trop, notamment chez certains supporters. Il y avait une forme d'ambiguïté vis-à-vis de l'extrême droite qui me gênait profondément, je le dis très honnêtement. Ça a changé ? Ça a changé, ça a profondément changé. Et aujourd'hui, c'est devenu d'abord une équipe magnifique sur le plan sportif. Et ensuite, on prend plaisir à y aller avec ses enfants le week-end, ce qui n'a pas été le cas malheureusement pendant de trop longues années. Et là, tu y vas souvent voir les matchs avec Anne Hidalgo. Peu de temps, mais j'y vais que dès que je peux. Et tu vois les matchs avec tes enfants ? Avec Anne Hidalgo ou avec mes enfants, ce qui est encore plus sympa. Très bien. On a posé des questions sur toi à quelques-uns de tes collègues, des gens avec qui tu as travaillé et qui vont peut-être participer à mieux te connaître dans cet exercice de podcast. Donc, un de tes grands mentors, je ne sais pas si tu accepterais ce terme-là, mais en tout cas, quelqu'un avec qui tu as beaucoup travaillé depuis 12 ans peut-être, c'est Jean-Louis Messica. Oui. Tu accepterais le terme de mentor pour le décrire ? Je sais pas. Oui, c'est plus un ami qu'un mentor parce que notre relation a évolué. Mais oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi parce que d'abord, c'est sans doute lui qui m'a engagé dans la vie politique au sens propre parce que avant, j'étais un militant, mais j'avais une vie dans le privé. Pendant très longtemps, j'ai travaillé dans le privé et j'ai vécu très sereinement ce partage, cet hermétisme entre ma vie privée et ma vie militante et ma vie professionnelle. Et c'est lui qui m'a fait venir à l'hôtel de ville pour travailler avec lui. Et après, ça s'est enchaîné assez rapidement. Et c'est d'abord, Jean-Louis et moi, l'histoire d'un coup de foudre amical, intellectuel. On écoute ce que dit Jean-Louis sur toi alors. Alors moi, j'ai rencontré Emmanuel quand j'ai fait la campagne, ma première campagne. C'est la première fois que je rentrais en politique dans le 12e arrondissement en 2008. Et Emmanuel était un tout jeune
responsable de la campagne. La première fois que je l'ai vu, c'était dans une réunion. C'était le seul à avoir un ordinateur. Il était déjà en train de prendre des notes, et c'était lui qui organisait en fait un peu la campagne dans le 12e, assez silencieux. Il est devenu bavard un peu plus tard, et je l'ai très vite apprécié parce que il parlait peu, mais toutes ses interventions étaient pertinentes et c'était un organisateur hors pair. C'est vrai, on l'a parfois oublié, mais tu as été directeur de campagne de Michel Blumenthal dans le 12e arrondissement en 2008. Donc tu étais tout jeune, moi aussi. Et tu parlais pas beaucoup, c'est vrai, mais très efficace. Jean-Louis a raison, je suis d'accord avec lui. Et tu es un peu plus bavard maintenant, mais toujours aussi efficace. Je l'espère, je m'y emploie. D'abord, je suis un peu économe de mes mots. Voilà, je toujours considéré que, notamment quand on est en collectif, il fallait peser ses mots parce qu'on a peu de temps les uns les autres. Donc, si on veut que les autres puissent s'exprimer, il faut pouvoir partager. Voilà, les mots de Jean-Louis sont très aimables. Je ne sais pas si je les mérite, mais en tout cas, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et si j'ai une qualité, c'est effectivement plutôt d'être organisé, de savoir organiser le travail des autres. Moi, j'ai toujours considéré qu'à 1000 mains, on était plus efficace qu'à deux. Et donc, toute l'énergie qu'on dépensait à essayer de faire travailler correctement les autres ensemble était infiniment plus rentable et utile que d'essayer de tout faire soi-même. Donc, je me surveille, mais je continue à m'y employer et ça marche plutôt pas mal. Oui, tu as d'ailleurs cette image-là d'être capable de fédérer un collectif et beaucoup de gens le disent à ton propos. Alors ensuite, tu as intégré la ville de Paris, mais je sais que tu as toujours gardé un regard bienveillant sur le 12e arrondissement, là où tu étais. Et donc Jean-Louis revient sur ce premier poste que tu as eu à la ville, dans son cabinet. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre d'ailleurs, à le convaincre de rentrer en politique, je dirais, de façon professionnelle, ou en tout cas en tant que membre de cabinet. Et d'abord parce qu'il fallait qu'il fasse un petit sacrifice financier, comme c'est souvent le cas, et ensuite parce que sa vie était plutôt une vie de militant, mais qui travaillait dans le privé. J'ai fini par le convaincre, et franchement, on a passé une année formidable parce que c'est un garçon qui est très gentil, et très convivial, qui a beaucoup d'humour. On se marrait beaucoup. Tu as beaucoup d'humour? Alors, je ne sais pas, ce serait inconvenant d'en juger moi-même. En tout cas, je fais beaucoup de blagues que d'aucuns qualifient de pourries, en particulier mon dernier, mon fils, mon petit dernier, trouve que j'ai un humour tout à fait inconvenable. Mais oui, j'aime bien, disons qu'on a des métiers très exigeants, très durs, on y consacre une énergie immense. Et je me suis toujours dit que c'était plus facile de traverser l'adversité en rigolant et en chantant qu'en grognant et qu'en invectivant. Donc voilà, j'essaie de faire des blagues, j'essaie de les améliorer, faire en sorte qu'elles soient un minimum drôles. Des fois, j'y arrive, des fois moins. Mais C'est pour ça que la maire de Paris dit de toi que tu es gentil, c'est parce que tu essayes de gérer les conflits et tu en as forcément eu à gérer avec humanité, en respectant les gens et sans jamais sur la forme en étant agressif. C'est ça qu'elle veut dire quand elle dit que tu es gentil et Jean-Louis dit que tu as beaucoup d'humour. C'est ça aussi oui, peut-être derrière. oui, j'ai une capacité à pas m'énerver trop vite, on va dire, et du coup à mettre un tout petit peu de pondération dans un milieu sur des sujets qui génèrent de l'anxiété, de l'antagonisme, etc. Donc voilà, j'essaie de mettre de l'huile dans les rouages, comme on dit, et j'essaie de le faire parfois avec le sourire. C'est ça qui t'a peut-être aussi permis de rentrer dans le cabinet de Bertrand Delanoë, la capacité à entendre et à supporter les élus dans leurs exigences. Et je crois que tu dis beaucoup de cette expérience auprès de Bertrand Delanoë, qu'elle a été très formatrice pour toi. Ah oui, oui, Bertrand Delanoë est quelqu'un pour lequel j'ai une immense affection, admiration en politique d'abord, et affection parce qu'on a noué évidemment des liens très forts. Ce ne sont pas des liens amicaux, ce n'est pas mon ami, ça a été mon patron, et je crois que ceux qui nous connaissent savent que je resterai quasi éternellement son chef de cabinet. Quand je le vois, je redeviens un peu son collaborateur. C'est très bizarre cette psychologie, mais Bertrand, c'est quelqu'un qui est d'une exigence immense dans le travail. Et je l'en remercie beaucoup parce que je considère que ça m'a beaucoup appris, beaucoup formé. Voilà, donc ça a été une expérience magnifique à ses côtés. Tu gardes des liens avec lui? Je garde des liens avec lui qui sont plus personnels que politiques désormais parce que il est passé à autre chose. Et puis moi, c'est parce que j'apprécie l'homme qu'il est beaucoup plus qu'uniquement ou plus simplement que l'homme politique. Il est voilà, quelqu'un de très proche pour moi et qui continue à m'inspirer. Et de temps en temps, je lui demande
quelques conseils s'il veut bien me les donner. Je crois qu'il le fait régulièrement. Et tu as accepté donc en 2008 de passer le pas et d'être élu toi-même. Je disais récemment qu'après avoir... 2014. En 2014, pardon, justement. Alors, donc, en 2014, tu as accepté de passer le pas, d'être candidat. Et je disais à ton lancement de campagne qu'après avoir fait élire les autres, tu as accepté d'être candidat toi-même. Et donc, tu regrettes pas d'avoir franchi cette première étape? Non, c'est un bonheur, vraiment un bonheur de tous les jours. J'adore ce que je fais. D'abord, merci à toi, puisque j'étais sur ta liste. Nous étions très amis. Notre destin personnel était très lié, évidemment. On a fait des années de militantisme ensemble. Mais c'était une première étape, c'est-à-dire celle d'être élu sur une liste, avec une tête de liste, en l'occurrence toi pour le 12e, Anne en centrale. Désormais, je franchis une nouvelle étape en étant moi-même tête de liste dans le 12e. Mais a posteriori, oui, c'est une chance immense. J'ai vraiment plaisir tous les matins à venir travailler. C'est bizarre cette expression travailler parce que un mandat, c'est pas tout à fait du travail, au moins au sens juridique du mot. Mais enfin, il faut travailler pour réussir, comme on dit. Donc voilà, tous les matins, je me dis deux choses. C'est un, que j'ai beaucoup de travail à faire dans la journée. Et la deuxième, c'est que je sais que ça va être une belle journée parce que j'ai beaucoup de chance de le faire. Bientôt, tu seras peut-être le premier maire homme du 12e depuis 2000 ans. Comment tu te projettes dans ce mandat et quelle est la relation particulière que tu peux avoir avec cet arrondissement? C'est un arrondissement, d'abord, tu le sais, que je connais très bien, que j'aime beaucoup. J'en ai arpenté les rues en marchant ou en courant, parce que tu sais que c'est l'un de mes hobbies. Je cours beaucoup. Et donc, je connais très bien cet arrondissement. On l'a découvert ensemble, approfondi ensemble. Et je le connais à titre de citoyen, à titre d'usager, un peu à titre d'élu, parce que j'ai été amené dans mes fonctions, évidemment, à intervenir très souvent sur les sujets du 12e. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie comme tu l'as fait toi pendant 6 ans, et Michel Blumenthal avant toi, j'ai envie de me projeter dans cette mission plus précise, plus en adéquation, en lien avec le territoire, qui est la fonction de maire d'arrondissement. Parce qu'on a une forme de déformation professionnelle quand on est élu, c'est qu'on ne se balade plus dans la rue sans observer chaque chose, chaque poteau, chaque banc, chaque trottoir. Ça ne va pas s'arranger quand tu seras maire du 12e, je te préviens tout de suite. Je le sais, mais du coup, je me dis que désormais, ce sera ma mission, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, quand je vois quelque chose qui me plaît et qui m'inspire, d'essayer de corriger les choses. C'est une manière de... D'abord, la formule est peut-être un peu pompeuse, mais de rendre au 12e tout ce qu'il m'a donné, parce qu'il m'a beaucoup donné, notamment dans mon aventure actuelle. Et puis parce que, y compris en discutant avec toi, j'ai vraiment envie de toucher à la transversalité des missions du maire d'arrondissement, qui s'occupe des écoles, des enfants, de la petite enfance, des parcs et jardins, de la voirie, de l'aménagement, de la culture, du sport, de la jeunesse, de l'insertion. Bref, ce qui fait la richesse d'un mandat de maire. Tu as déjà été très présent, c'est vrai, à la fois comme premier adjoint, tu as beaucoup veillé à tous nos sujets. Tu es avec moi l'élu le plus présent en conseil d'arrondissement pendant ces 6 dernières années. Donc je sais que tu connais très très bien cet arrondissement. Tu y habites d'ailleurs depuis longtemps, tu l'as dit tout à l'heure. Tes enfants, ils sont nés, ils sont scolarisés dans les écoles et collèges publics du quartier. C'est important pour toi de vivre au quotidien comme ça la vie de nos concitoyens Oui, enfin, ce serait l'inverse qui serait impensable. Je ne tire aucune gloire de ça. C'est l'inverse qui serait incroyable. Oui, je suis un habitant comme les autres du 12e, avec mes joies, mes peines, ma vie quotidienne, mon boucher, mon boulanger, ma petite surface commerciale, mon caviste, mes amis, les amis de mes enfants, mes activités sportives, culturelles. Donc voilà, c'est la vie d'un Parisien. Et je crois que c'est utile, effectivement, dans l'expérience qu'on a comme citoyen pour nourrir notre compréhension des enjeux et la façon dont on va agir comme maire. Voilà. Et donc, tu étais parent d'élèves. Tu as pratiqué aussi, des enfants pratiquer du sport dans les clubs du 12e. Tu connais bien nos équipements sportifs. Tu y vas encore régulièrement. Effectivement, tu connais bien le bois de Vincennes. Ça fait de cet arrondissement un des arrondissements les plus vastes, avec effectivement aussi
une limite, une frontière avec nos voisins. Comment tu vois ce mandat de maire d'arrondissement périphérique, c'est-à-dire un peu contraint de discuter avec les voisins. C'est pas forcément facile quand on est élu parisien. Non, mais je trouve que dans le 12e, c'est peut-être moins difficile qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un arrondissement périphérique, mais extrêmement bien desservi. Il a la chance d'avoir quand même des dessertes en transport en commun extrêmement puissantes, que ce soit avec la ligne 1 au nord, la 14 et la transversale 6, la 8, etc. Donc il y a un maillage de transport en commun qui est très riche, évidemment le tramway, et que dans la relation aux villes limitrophes, elle est quand même principalement structurée par un objet magnifique qui est le bois de Vincennes. Et donc, nous n'avons pas les mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est simple, mais nous n'avons pas exactement les mêmes relations de voisinage que ces territoires aux portes avec des villes contiguës, un petit peu avec Vincennes, Saint-Mandé. En revanche, c'est vrai qu'on doit réfléchir à l'avenir de ce territoire, le bois de Vincennes, en le faisant en concertation, parce que tous les maires te l'ont dit, en ont discuté avec moi aussi. C'est notre bois, mais ils considèrent que c'est aussi un peu le leur et ils ont raison. Ils s'y promènent autant que les Parisiens. Et donc je trouve que c'est une richesse de collaboration avec les communes limitrophes de réfléchir à l'avenir de ce bois. Et je ferai peut-être quand même une incise plus particulière sur un des grands projets que tu as préparé, Michel Blumenthal avant toi, mais que tu as porté toi beaucoup, qui nécessite encore beaucoup de travail, mais qui va essayer de recoudre l'une des grandes séparations urbaines, qui est Bercy-Charenton. Il y a un très beau projet que nous avons construit ensemble avec la ville de Charenton, puisqu'il a un pendant à Paris qui s'appelle Bercy-Charenton et un pendant à la ville de Charenton qui s'appelle Charenton-Bercy, qui est en gros de recoudre cet immense no man's land qui s'étale entre le quartier de Bercy avec le bâtiment Lumière et l'au-delà du périphérique où il y a le centre commercial Bercy 2. C'est une immense zone qui aujourd'hui est parfois désaffectée, parfois utilisée encore à de la logistique, mais dans lequel nous avons de très beaux projets, dont vraiment le cœur du projet est de refaire un jardin public qui permettra de relier le quartier de Bercy au bois de Vincennes, mais c'est aussi retisser des liens avec cette ville limitrophe de Charenton. D'ailleurs, pour l'anecdote, la ville de Charenton est très ancienne. On retrouve sous l'Antiquité des traces de ce village, Carentonis, avec la voie de Charenton qui est l'une des plus vieilles voies de Paris. Et donc de retisser des liens avec cette ville de Charenton est important parce que il faut comprendre que quand les habitants de Charenton veulent faire 300 mètres à vol d'oiseau, ils sont contraints de prendre des bus qui vont s'emmancher sur la A4, où ils passent des dizaines de minutes dans les embouteillages. Et donc la question du percement de Baron-le-Roi, de la rue Baron-le-Roi pour ceux qui connaissent, c'est non seulement une question essentielle de désenclavement du quartier de Bercy, mais aussi de retisser une continuité avec la ville de Charenton. Et donc il faut pouvoir porter des projets de restructuration urbaine de ce type-là, parce que c'est ça, faire la métropole par les faits, par les actes, et pas seulement par les discours. On ne retisse pas des liens avec la banlieue si on ne restructure pas ses grandes portes. Tu veux pas délocaliser la gare de Lyon sur la commune de Charenton alors? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que ce serait séduisant pour la reconquête des espaces ferroviaires. Ce n'est pas une décision qui nous appartient parce que ça appartient à la SNCF, tout ça. Et deuxièmement, que l'un des avantages historiques de la gare de Lyon, c'est sa centralité dans Paris. Ouf, voilà, rassuré. Du coup, j'ai effectivement oublié de le noter tout à l'heure, mais en fait, tu as fait de la science politique, mais aussi de l'histoire. Et du coup, tu t'es aussi beaucoup intéressé à l'histoire de Paris, en particulier donc à l'histoire du 12e. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Et je suis assez d'accord avec toi. Ce que tu dis sur Paris, qui est un monde, peut tout à fait se décliner dans le 12e, avec effectivement un territoire assez hétérogène, qui mérite du temps pour qu'on le connaisse. Et donc, ce travail-là de fond, d'appropriation de l'histoire de ce territoire, ça te semblait un préalable indispensable à ta candidature? Un préalable, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, j'ai une conviction personnelle, c'est que la politique, et notamment les mandats, c'est quand même du temps long. On livre nous-mêmes, on finit de peaufiner des projets qui ont été entamés par nos prédécesseurs, et modestement, on en met de nouveaux dans les tuyaux qui le seront par nos successeurs. Et la conviction, c'est que tout ça s'inscrit dans une histoire très longue, très riche. On pourrait parler des heures de l'histoire du 12e arrondissement, mais l'histoire du 12e est passionnante parce que ça illustre
la complexité, l'histoire de la ville de Paris, de ses développements, parfois de ses errements en termes d'erreurs d'urbanisme, etc. Mais voilà, on est très modestement les héritiers de cette histoire et on essaye de transmettre, d'apprendre. Donc voilà, je considère que l'histoire, outre l'intérêt anecdotique qu'a la connaissance des faits historiques, aide beaucoup à comprendre les grands enjeux dans la durée. Du coup, l'heure n'est pas encore complètement au projet pour le 12e, mais ça va venir bientôt. C'est important dans cette campagne de porter des projets, de les expliquer. Qu'est-ce que tu te donnes comme principal objectif pour ces 6 années, par exemple, pour le 12e? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, alors le 12e, c'est un arrondissement qui a des avantages qui, je crois, commencent à être unanimement connus. C'est d'abord sa réputation méritée d'être un arrondissement vert dans lequel la nature a une place importante, et évidemment grâce au bois de Vincennes, mais pas que grâce au bois de Vincennes, grâce à l'action des maires précédents et toi en particulier. Et l'un des objectifs, c'est de garder cette vocation de faire du 12e un arrondissement à l'avant-garde, on va dire, de cette stratégie de reconquête de la nature en ville. C'est un enjeu qui est à la conjonction de la qualité de vie, de la préservation de la nature en ville, de la lutte contre les îlots de chaleur et des effets néfastes du réchauffement climatique, mais aussi plus globalement sur l'apaisement des mobilités. Et donc l'un des axes forts, c'est la question de la végétalisation et du verdissement de la ville. Le deuxième axe, c'est un quartier dont on salue unanimement, alors c'est sans doute pas parfait partout, mais dont on salue unanimement la qualité de vie. Et dans ce concept de la ville du quart d'heure qui est porté par Anne Hidalgo et Paris en commun, cette idée qu'autour de chez soi, en un quart d'heure, on trouve tous les avantages de la vie urbaine en proximité immédiate, l'école, l'accès à la culture, aux services publics, à la santé, au commerce, etc. C'est quelque chose qui existe déjà assez largement dans le 12e et que nous voulons préserver là où ça existe et redévelopper dans les endroits où ça a été un peu fragilisé au cours des 50 dernières années. Parce que l'un des grands enjeux contre lesquels nous devons lutter, c'est la mutation des comportements de consommation. On sait qu'il y a eu une menace sur les 30-40 dernières années qui est l'explosion de l'achat en supermarché, en grande surface, dont Paris a été un peu préservé, parce qu'en interdisant l'implantation de très grands supermarchés dans le cœur de ville, on a pu préserver nos commerces de proximité assez largement. Le deuxième adversaire, ce n'est pas un ennemi, parce qu'évidemment il n'est pas question d'interdire, mais le deuxième adversaire, c'est la vente par correspondance. On assiste à une transformation des modes de consommation dans lequel, où moi je trouve ça dommage, enfin c'est comme ça, où pour acheter son pain ou acheter un burger, on ressent le besoin de le faire à distance, assis dans son canapé. Moi, je trouve qu'on ne peut pas à la fois vouloir des villes riches en commerce, riches en vie de proximité, et acheter enfin, la question d'être dosé, c'est une fois par mois ou une fois par semaine, ça va. Il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon, il y aura une pression très forte sur la structure du tissu commercial parisien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tout faire dans les politiques publiques pour améliorer cet accompagnement de la transformation de nos quartiers pour qu'ils restent des quartiers à vivre d'hyper-proximité dans lesquels il est agréable de vivre. Je crois que tu aimes bien les marchés, on en a beaucoup fait ensemble, on a beaucoup bien mangé sur nos marchés. Tu vas conserver, j'imagine, le marché de l'Aveyron, le marché des producteurs, ça c'est des initiatives, je crois, que tu as soutenues et que tu continueras à soutenir. Oui, parce que d'abord j'ai une relation un peu pathologique à la gastronomie et au bien manger. J'essaie de me surveiller, mais enfin, je m'y laisse à l'aise. Du coup, je suis obligé de courir beaucoup à la place. Mais oui, j'aime tout ce qui contribue à créer de l'animation, notamment dès lors qu'on y attache une dimension culturelle, identitaire forte. Ouais, j'aime les gens qui sont fiers de leurs racines et qui les défendent et donc, c'est vrai qu'on a des traditions d'accueil dans le 12e de ces marchés qui viennent de régions de nos pays, mais parfois d'horizons plus lointains.
Bon, les Aveyronnais sont rassurés, tout va bien. On a commencé déjà à ouvrir des portions de la petite ceinture dans le 12e. Je sais que tu as beaucoup arpenté la petite ceinture et il faut poursuivre. Tu t'y engages, bien évidemment. Il y a certains qui commencent à découvrir ce projet-là, mais je suis sûre que toi, tu sais déjà combien ça va nous coûter de renforcer les ponts au-dessus de l'avenue Doménil, du cours de Vincennes, mais c'est un projet qu'il va falloir poursuivre. Oui. Tu le reprendras à ton compte. C'est un projet majeur sur les 2 axes qui nous reste à faire. C'est d'un côté parce que c'est la prolongation depuis la porte de Charenton vers Bercy-Charenton et c'est l'un des axes stratégiques du développement de ce fameux jardin depuis Bercy-Charenton jusqu'au bois de Vincennes, jusqu'au secteur Léo-Lagrange. Et puis de l'autre côté, sur relier la petite ceinture vers le segment du 20e arrondissement et que voilà, chacun le comprenne, l'un des enjeux, il y a 2 enjeux majeurs. Il y a un enjeu de qualité de vie, c'est-à-dire comment on ouvre ces espaces sans créer de nuisances, etc. Donc comment on trouve des zones de promenade qui soient agréables pour tous. Et le deuxième est un enjeu financier, et tu sais que j'y suis sensible, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pont, il faut le rénover pour des questions de sécurité. Et donc on a un franchissement assez long, qui est le franchissement de la porte de Vincennes. On est en train de chiffrer tout ça, mais évidemment, l'objectif est de faire en réalité de réhabiliter la petite ceinture à l'échelle de tout Paris en un circuit unique. Ça ne se fait pas dans l'instant. Nous avons commencé depuis longtemps et nous continuons. Qu'est-ce qui fait pour toi l'importance que cet arrondissement reste dans la majorité municipale et reste à gauche? En quoi ce qu'on a commencé à faire qui est, je crois, plutôt apprécié des habitants du 12e. Le bilan qui est le nôtre est plutôt accueilli positivement. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, est déterminant pour que cet arrondissement reste un arrondissement dans lequel, effectivement, les habitants ont plaisir à vivre et n'ont plus envie de partir quand ils y arrivent. Et on est un des rares arrondissements, d'ailleurs, où on a les familles qui restent dans l'arrondissement. Moi, je n'aime pas dire du mal des adversaires, mais enfin, je pressens que des choses que nous faisons ne seraient plus faites, des choses que nous avons faites ne seraient pas poursuivies. Et donc, j'ai plusieurs exemples en tête. C'est-à-dire que nous avons une politique très favorable au développement du vélo. La question, c'est est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Et nous pensons qu'il faut continuer. Deuxièmement, vous le savez, les questions des politiques sociales et du soutien au maintien des classes moyennes à Paris est un sujet central et nous le faisons avec des armes puissante, parfois insuffisante. Nous connaissons les limites aussi de l'action publique, mais enfin puissante en matière d'aide aux familles, d'aide sociale portée notamment par le CASVP, de développement du logement social. Et je veux peut-être finir par là parce que ce sera, je crois, l'un des éléments de différenciation les plus forts sur cette campagne. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous êtes favorable au logement social et s'interdire de construire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut le faire avec intelligence, dans la concertation, mais mon projet ne sera pas un projet de renoncement, ce sera un projet d'ambition et de développement du 12e arrondissement. Nous le devons aux habitants du 12e arrondissement, nous le devons à nos enfants et nous le devons à Paris tout entier. Et donc, vous pouvez compter sur moi pour proposer de façon raisonnée, progressive, toujours dans le dialogue, mais des projets de développement sur un certain nombre de zones dans lesquelles, je le crois, le renoncement serait renoncer à ce qui fait la singularité de Paris, qui est d'essayer de maintenir une mixité sociale au cœur de nos quartiers, pas dans certains quartiers au détriment d'autres, mais dans tous les quartiers. C'est pas facile, on sait que ça se heurte à des obstacles importants, le coût du logement, l'acceptabilité, etc. Mais c'est vraiment, je crois, ce qui fait la richesse du 12e, de beaucoup de ces quartiers. Ce sont des quartiers de mixité sociale dans lesquels il y a toute la richesse de Paris ici. Tu as déjà réuni ta liste autour de toi, tu as réussi à rassembler autour de ton projet toutes les forces de gauche. Et donc, moi, je suis contente de voir que à tes côtés, très proche, se trouve Pénélope, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pénélope Comitès dans le 12e sur la création de nouveaux jardins, la plantation d'arbres, la végétalisation de l'espace public, le soutien aux jardins partagés, la création de très belles surfaces d'agriculture urbaine. C'est important pour toi d'avoir des gens comme ça autour de toi? Oui, c'est très important parce que d'abord, je pense que chacun vient avec son savoir-faire, son expérience et que dans cette exigence de relever le défi environnemental, il faut s'agréger des compétences et je sais que je ne les avais pas, je les acquiers, je le pense, au fur et à mesure.
Mais savoir végétaliser l'espace public est quelque chose d'exigeant parce que ça demande beaucoup d'entretien. Et je dis ça pour les élus, mais je dis ça aussi pour les citoyens. Un espace vert, ça se nettoie moins simplement qu'une rue. On met un coup de jet d'eau dans une rue, dans un espace vert, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, et ça appellera beaucoup plus de respect et de sens civique de la part des Parisiens et des nombreux usagers de Paris touristes. Et donc, que ce soit Pénélope Comitès qui continuera l'aventure, et Evelyne également Honoré qui a été à tes côtés, qui a beaucoup travaillé sur le développement des jardins partagés, le dialogue avec les habitants, justement pour faire la pédagogie de ces espaces végétalisés, que ce soit sur la petite ceinture ou que ce soit en pleine terre, dans la rue quand c'est possible. Eh bien, nous avons besoin de cet élan, de cette sensibilité-là pour aller plus loin, la sensibilité à la biodiversité, la sensibilité aux arbres, au respect des arbres, à la question du bien-être animal et du développement de la place de l'animal en ville. Et donc, j'ai essayé effectivement dans mon équipe de réunir ces énergies. Il y a des gens qui ont plus d'expérience et de compétences en matière d'urbanisme, de mobilité, d'autres qui sont sensibles à la question sociale, à la question de l'accompagnement de nos aînés, des personnes en situation de handicap, etc. Et donc, on essaye de faire cette équipe, comme tu l'avais toi-même fait, qui réunit des compétences, qui réunit aussi des connaissances spécifiques de nos quartiers, parce qu'il y a des gens qui habitent dans tous les quartiers du 12e, et on ne connaît pas mieux un quartier que quand on l'habite, parce qu'on en connaît les moindres recoins et surtout aux différents horaires de la journée. Ça vient d'horizons politiques très différents. Il y a des gens qui viennent du Parti socialiste, du Parti communiste, de génération, de mouvements, de place publique, etc. Et puis des gens qui sont des personnalités d'ouverture et donc d'une certaine manière la fraîcheur par rapport dans leur relation à la vie politique, dans leur relation aux partis politiques, dans leur relation aux missions municipales, vont venir nous apporter leurs compétences, leur regard très personnel. Et c'est indispensable d'avoir cette alchimie-là. D'abord parce qu'on n'a jamais raison tout seul, et ensuite parce qu'une mandature c'est long, il faut pouvoir avoir une équipe solide dans la durée, et je crois avoir réuni une équipe solide. Je suis convaincue, en tout cas elle fait envie cette équipe, bravo à toi. Et on a un point commun que les gens nous reconnaissent souvent, c'est la franchise, le fait de dire les choses, et c'est vrai que c'est pas toujours facile en politique, et notamment en période électorale. On a tendance à vouloir promettre tout ce que les gens ont envie qu'on leur promette, même si on sait que c'est pas forcément réalisable. Et est-ce que tu te sens à l'aise avec cette campagne électorale où on promet parfois, on entend des promesses dont on sait qu'elles ne seront pas faisables, mais pourtant nos collègues les font quand même. Donc comment tu te positionnes par rapport à ça, à ce discours de vérité? Est-ce que c'est difficile en période électorale peut-être de continuer à dire la vérité aux gens? Non, moi je dis la vérité. Je vois bien que parfois c'est moins confortable que de mentir, est peut-être un mot excessif, mais en tout cas de laisser croire. Souvent moins des mensonges objectifs que qu'en réalité on laisse les gens croire et dire, alors qu'on sait que raisonnablement tout ça n'est pas possible. Et tu as, comme moi, quelques exemples en tête. On a un exemple symptomatique dans le 12e qui est préoccupant du point de vue démocratique d'ailleurs. C'est un projet d'aménagement sur la rue de Picpus, un promoteur privé, propriétaire privé, qui veut, comme le droit le lui permet, aménager sa parcelle au regard des normes qui ont été définies par des majorités précédentes, enfin, qui sont des règles actuelles. Réaffirmées par notre majorité. Réaffirmées, puisqu'on a revoté un certain nombre de ces sujets au début de la mandature, en disant, voilà, vous pouvez construire, mais à des conditions, notamment en matière de logement social, de dialogue, de concertation, etc. Et je vois bien que ça stresse certains habitants, et on peut le comprendre, mais que du coup demande par facilité peut-être la création d'un jardin public. Et on voit bien que l'exemple que je cite sur la parcelle Picpus pourrait se reproduire à bien d'autres endroits dans Paris, mais ce sont des promesses qui sont des mensonges en réalité, parce que le propriétaire privé a des droits, il entend les faire valoir. Il n'est pas possible, il n'existe pas de chemin juridique, technique, financier pour avoir uniquement un jardin.
Et donc, soit certains se complaisent dans le mensonge, et vraiment ils se complaisent dans le mensonge, soit on essaie de dire la vérité. La vérité, c'est que chacun doit essayer d'articuler ce qui relève de son intérêt personnel et ce qui relève de l'intérêt général. Le rôle de la puissance publique, c'est de faire en sorte de maximiser l'intérêt général sur un projet porté par des intérêts privés. Ça passe pour nous par le fait d'exiger qu'il y ait des équipements publics dans ces zones d'aménagement, qu'il y ait des jardins le plus grand possible ouverts aux habitants. Et donc il y a des dialogues très exigeants qui se nouent entre les propriétaires privés et la mairie. Et la mairie utilisera toutes ces armes. Mais je pense que ce ne serait pas raisonnable, voire même irresponsable, de laisser entendre que l'impossible est possible. Voilà. Et donc, j'essaierai de faire valoir mes arguments dans cette campagne, mais j'observe que par forme d'opportunisme et peut-être parfois de lâcheté, nos adversaires se laissent aller au mensonge. C'est pour ça que j'ai souvent dit que tu étais un mec bien, et je continue à le penser, parce qu'effectivement, il faut avoir du courage parfois pour dire la vérité. Je te souhaite bien du courage, Emmanuel, pour cette campagne. Je crois que le 12e a une chance inouïe que tu sois candidat pour cette élection. Donc, bonne chance. Et puis, je te donne rendez-vous pour le prochain conseil d'arrondissement qui sera convoqué par la prochaine maire de Paris. Et j'espère que je te remettrai à cette occasion l'écharpe de maire du 12e arrondissement. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Découvrez d'autres épisodes sur notre chaîne de podcast Paris en commun, sur votre application préférée. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Magellan et YouTube. À bientôt!